Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je ne suis pas seul, j'ai avec moi l'ami que vous connaissez bien, hein, Thierry, comment vas-tu? Ah mais il a parlé, il a apparu. Voilà. Tu as voulu me faire apparaître 2 fois, mais tu vois, voilà, c'est ça, quand on est vieux, on fait des blagues de vieux. Bref. Ça va et toi? Ça va fort bien, la dernière fois qu'on s'était parlé sur la chaîne, bien sûr, on avait évoqué un Roger Corman, figure-toi. C'est vrai. Et on avait aussi parlé de la série Ash vs Evil Dead. Alors, il y a un vague lien entre cette série et le film dont on va parler aujourd'hui. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Le D'une certaine métrage qui nous manière. intéresse aujourd'hui, c'est Le Grand Saut en version originale de Hudsucker Proxy des frères Cohen. Alors, Joël crédité à la réal, Ethan au scénario, comme c'est souvent le cas au début en tout cas. Mais bon, c'est un travail à 4 mains, mais j'ai envie de dire même ici à 6 mains, car au scénario, il y a également un certain, alors vous le connaissez peut-être, hein, Sam Raimi. Oui, 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 bah, vous voyez le lien avec Evil Dead vaguement maintenant. Sam Raimi, 6 puisque mains selon Sam Raimi, 5 mains selon Bruce Campbell. oui, ouais, bien vu. D'ailleurs, Bruce Campbell qui apparaît à un moment dans le métrage. Et alors, ils avaient déjà collaboré ensemble, les trois, sur Mort sur le Grill. Mais à la même époque, ils avaient l'idée de faire ce film-là, donc, dans lequel nous retrouvons alors Tim Robbins, la même année que Les Évadés de Shawshank Redemption. Alors évidemment, il y en a un qui a eu plus de succès que l'autre. Hein. On ne va pas dire lequel de suite, mais vous avez bien compris. À ses côtés, Jennifer Jason Leigh, qui est une habituée des frères Cohen. Je ne sais pas si Tim Robbins a rejoué, il me semble. Je ne sais plus s'il a Non, rejoué pour les frères Cohen après, je crois pas. non, 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 pas du tout. Et alors, incroyable de le retrouver chez les frères Cohen, Paul Newman, qui interprète un méchant capitaliste, on n'en dit pas plus. Charles Durning est là, et lui, on le reverra dans The Big Lebowski, notamment. Le vrai Lebowski, c'est lui, si on veut. Puis après, bah, y a plein de second rôles qu'on connaît vite fait, notamment Steve Buscemi, qui est là, qui fait coucou. De même, donc, que Bruce Campbell. Voilà. Anna Nicole Smith aussi, qui est présente. La même année, elle était Ou dans... Sam Raimi aussi, qui fait une brève apparition. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est marrant parce que Anna Nicole Smith, elle avait joué la même année dans Y a-t-il un flic pour sauver, je sais plus quoi, Hollywood. Et John Goodman qui fait coucou aussi, bon, évidemment. Alors, l'histoire, c'est déjà le style du film n'est pas forcément évident à notifier. C'est une sorte de screwball comédie, on va dire comme ça, mélangé avec un peu de romance, de drame et un film social aussi. Où ça se passe en 1958, c'est très important, à New York, ça se voit. Et on va suivre en fait un jeune qui débarque là, qui est plein d'ambition peut-être ou pas, mais qui est très naïf peut-être aussi, et qui n'arrive pas à trouver un emploi. Il faut de l'expérience pour tous les boulots, il débarque, c'est compliqué. Le système absurde est déjà en route. Vous voyez un petit peu l'idée. Et à un moment, donc, ce jeune qui s'appelle Norville Barnes va être, mais bon, engagé par une entreprise, Hudsucker, mais dans un tout petit boulot de courrier, là, dans la succursale l'Underground, c'est le bordel, c'est le bazar, c'est Brésil de Terry Gilliam, si vous voulez, pour simplifier. Et à un moment, le grand directeur se suicide, on voit le conseil d'administration, là, il en a marre hein, du capitalisme, on le sent. Il se jette par-dessus, voilà, au 45e ou 46e étage, on ne sait plus, parce qu'il y a la mezzanine aussi, c'est important. Il meurt, et du coup, qui va prendre la suite? Il y a tout un délire comme quoi on va laisser le temps passer pour que on récupère ça vraiment à taux très bas. Mais donc pour cela, il faut quelqu'un par procuration, un proxy si vous voulez, et quelqu'un vraiment d'idiot pour faire justement baisser les actions et pouvoir récupérer ça facilement. Et il récupère un peu par hasard ce Norville Barnes qui vient monter une lettre à un moment, une lettre qu'il ne délivrera jamais d'ailleurs. Et Une c'est lui lettre qui va bleue, c'est important de le dire. lettre bleue. Et il va devenir donc le grand directeur, mais alors sans avoir la capacité pour. Et il va vivre des choses. Il va peut-être pouvoir enfin proposer son invention pour les enfants. Ce cercle-là, mystérieux. Mais bon, ça se passe en 1958. Voilà. Et ça va partir dans tous les sens avec une journaliste qui va infiltrer aussi pour savoir ce qui se passe. Et c'est les frères Cohen, quoi. Mais des frères Cohen qui cherchaient encore un petit peu leur style. On en parlait en off, après quand même des films très connus comme Barton Fink notamment. Et d'ailleurs, au passage, j'avais envie de dédier cette vidéo à l'ami Virgile, voilà, à qui on pense très fort. Très fort. Mon cher Thierry, tu as écrit un article dessus, c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter pour compléter peut-être cela, pour On se fait un ciné, vous verrez cela évidemment. Quel est ton rapport avec ce film, d'ailleurs, aussi dans la filmographie des frères Cohen, parce que c'est pas forcément évident de le situer.
Bah, la raison pour laquelle j'ai écrit un article dessus, c'est parce que c'était le dernier Cohen qui me restait. C'est des réalisateurs avec lesquels j'ai toujours été relativement proche depuis pas mal de temps, hein, je dirais. J'ai vu tous leurs films au cinéma à peu près depuis peut-être les 10 Killers, voire un petit peu avant même. Peut-être, enfin, donc voilà. Et donc, du coup, j'avais tout vu à partir de Fargo, qui est donc la grosse pierre angulaire que tout le monde nous matraque comme étant, pour ceux qui connaissent pas trop les frères Cohen, leur début presque, parce que c'est enfin, une sorte de reconnaissance critique, même si auparavant, alors tu cites Barton Fink, il est connu maintenant, mais je suis pas sûr qu'à l'époque il aurait fait beaucoup de vagues parce que bah il n'avait pas énormément marché. Arizona Junior a l'air d'avoir une aura un petit peu plus forte. Ça reste à prouver, hein. On n'a pas vécu cette époque, on va peut-être regarder un petit peu tous les rapports critiques qu'il y avait eu alors. Mais effectivement, moi j'avais tout vu à partir de Fargo et je sais pas pourquoi, soit parce qu'on me l'a dit, soit parce que je l'ai supputé. Je m'étais toujours dit que ce qu'il y avait avant n'était peut-être pas aussi intéressant. Voilà. Et bon, Barton Fink arrive, je me rends compte que en fait, je me suis bien trompé et qu'il est temps de m'y intéresser. Donc après, voilà, je redécouvre un petit peu le reste. Et Le Grand Saut, c'est le dernier auquel je me suis attelé, qui est probablement à ce jour le film que je préfère, et l'avoir revu là me le confirme. Et ouais, non, c'était quelque chose d'assez merveilleux de se rendre compte qu'en fait, beaucoup de leur cinéma est là et à la fois pas tant que ça, parce que justement, il y a le côté, comme tu le dis, hein, ils se cherchent encore. Ils alternent pas mal le film noir, sans forcément trop d'humour. D'ailleurs, je pense à Miller's Crossing, on voit une forme d'humour noir, mais concrètement, c'est pas tant que, enfin, c'est pas si prononcé que ça, en fait. Ils essayent encore de faire quelque chose de très noir, de très sérieux, bon, qu'ils auront refait par la suite, hein. Mais, et ils alternent avec des comédies ultra outrancières, bah, comme Barton Fink, comme Arizona Junior. Donc voilà, on est un peu dans cet entre-deux. Et tu as l'impression que Le Grand Saut essaye, lui, de lier un petit peu tout ça, de faire une sorte de fable, voilà, métatextuelle, très, très onirique, avec voilà, quelques irruptions de fantastique, même dans la mise en scène au début, pour finalement dire c'est dans la diégèse. Enfin, ça, on y reviendra. Mais tout en gardant quand même un côté très grinçant, un peu plus noir. Donc, on est dans un humour, voilà, qui est ultra vif, hein. Il y a des scènes qui sont fantastiques là-dedans, et surtout une manière de détourner constamment le regard et les codes. Enfin, pareil, là, je dis des choses vagues pour l'instant pour qu'on puisse développer ensuite, mais en gardant, voilà, en gardant un cap, en gardant un côté, enfin, ce qu'ils ont toujours fait de toute façon, hein, une comédie n'est jamais quelque chose qui est dénué de sentiments et d'âme, hein, mais là, on sent que le côté très lourd et très pesant d'une société, voilà, très oppressante, très orwellienne, se retrouve ici. Voilà, et il s'en cache pas. Voilà. Donc le film est un espèce d'entre-deux qui, pour moi, fonctionne vraiment à merveille. Je suis très triste de me dire que le film n'a pas marché. Alors, quelle a été la distribution, quel est le fait qu'il n'ait pas eu l'aura qu'il a eu, hein, on peut l'expliquer de plein de manières différentes, parce qu'il a eu enfin, il n'a pas eu un grand succès critique non plus. C'est dommage. Mais effectivement, ce film-là est un petit peu passé à la trappe et bah, ce serait bien de le remettre un peu en avant. Voilà, donc je suis content d'être là. Oui, je pense être là-dessus très d'accord avec toi. Il est temps vraiment de réhabiliter ce film. En plus, ça tombe bien, là, il fête ses 30 ans. On sait que sur ses anniversaires, souvent, on reparle de certains films. Et j'ai été surpris parce que, bon, avec les frères Cohen, on va toujours être un peu surpris parce qu'ils nous ont amenés quand même dans des chemins très différents durant leur carrière. Tu parlais, par exemple, très loufoque, Arizona Junior, très sérieux noir, No Country for Old Men, tout en gardant un petit peu ce ton grinçant sur la société tout le temps et sur le regard sur l'Amérique, parce que là, il est clair, hein, l'Amérique est le système au sens large, les rouages, on y reviendra sur les rouages, hein, parce qu'on est en plein dedans à un moment. Et ici, moi je trouve c'est intéressant parce qu'ils ont peut-être ils se cherchent encore, mais en se cherchant, ils arrivent à faire un film très riche, protéiforme dans plusieurs genres, et ça fonctionne. C'est sur le fil du rasoir par moment, mais ça marche parce que l'univers est là. Dès l'introduction, ça fait la différence. Parce qu'on voit, c'est un système d'intro en mode, vous avez la fin, et puis on va vous raconter ce qui s'est passé avant. Donc, le grand saut, va-t-il faire le grand saut ou pas, notre héros? Comment en est-il arrivé là? On comprend très vite qu'il s'est fait broyer peut-être par le système, mais l'intérêt, c'est de savoir exactement comment ce parcours s'est effectué. Et d'emblée, il y a du cinéma. Parce que les frères Cohen, c'est aussi... alors, après, c'est plutôt Joël à la réal, au niveau scénique et tout. Je ne sais pas exactement comment il distribuait, mais bon, c'est lui qui était crédité à chaque fois réalisateur, enfin, du moins dans la première partie de leur carrière. Il y a un travail de narration visuelle qui fait sens. Avec le début, on nous présente un faux film de Noël, parce que c'est pas sorti à Noël, ça aurait dû d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu une histoire, ils devaient sortir ça autour de Noël 93, ça a été repoussé. Enfin, ils n'ont pas eu de bol en plus sur la date de sortie, c'est sorti au printemps, je crois. Donc forcément, c'était plus trop le délire. Ça fait faux film de Noël,
et film noir à la fois. Tu as l'impression d'avoir cette narration très caustique, un peu sarcastique, qui dit oui, tout le monde est censé être heureux, là on passe le nouvel an, voilà, mais non, il y a des gens qui sont en pleine dépression et il y en a un qui désespère et qui est prêt à en finir. Si on commence à regarder le chiffre des taux de suicide à Noël, on n'a pas fini. Ah, voilà, c'est pour ça, c'est aussi l'ironie du sort, c'est que oui, soi-disant Noël c'est pour le bonheur, mais les gens qui sont seuls et déprimés, non, c'est pire que tout. Et la caméra nous plonge, elle fait le grand saut. Sur le plan de la mise en scène, le grand saut est un titre français très bien choisi. On a cette ville, on vient de loin, hein, comme ça, avec un peu la neige, etc. Tu as l'impression d'être dans une sorte de Frank Capra. On n'est pas loin de La Vie est belle de Frank Capra. On n'est pas loin de La Vie est belle, avec justement la voix off qui détourne lentement le fait Oui. qu'on va pas être dans La Vie est belle, mais justement, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, La Vie est belle, et après, tu as l'extravagant Mr. Deeds, hein, dans l'arrivée du naïf en ville, comme ça. Et après, on rentre dans une noirceur, tout en étant dans un décalage. Et scène d'après cette introduction, il arrive, il débarque, et là, on retrouve Barton Fink, hein, pratiquement. Dans le faciès, tu as un personnage au frère Cohen. Donc, dès le début, tu as plusieurs trucs comme ça qui se mélangent, mais tu vois la cohérence. Comment quelqu'un qui est plein d'espoir, on va dire, va se faire exterminer plus ou moins par ces rouages-là. Et comment on voit aussi quelqu'un qui pourtant a tous les pouvoirs, hein, décide d'en avoir marre et d'en finir. Et derrière, on déroule avec le côté, le profit, il faut tout savoir, les médias, le journaliste, la journaliste aussi qui débarque là, mais c'est quand même des êtres humains, donc il va y avoir un lien qui va se faire, et finalement, tout se déroule avec cet aspect Capra, cet aspect Orwell. Finalement, c'est marrant parce que Orwell n'aurait peut-être pas aimé les films de Capra. Il a été contemporain, il a dû en voir, j'en sais rien si Orwell voyait des films, c'était peut-être pas le genre, pour le coup. Mais il y a cette idée-là. On se demande si les frères Cohen n'ont pas voulu aussi indirectement rendre un petit hommage à Brasil de Terry Gilliam, parce que la salle des courriers, tout ça, à un moment, même dans la mise en scène, tu sens qu'il y a quelque chose, je pense, un peu de Terry Gilliam. C'est pas impossible qu'il y ait un lien, du moins stylistique. Et après, voilà, il faut laisser aller les choses. C'est sûr qu'à certains moments, c'est un peu chargé et tout, mais tu comprends comment justement ce système-là va d'abord le confiner dans un rôle impossible, puis le destin le choisit pour arriver à un poste qui ne peut pas être le sien, et à quel point il va complètement se laisser avoir, parce que c'est ça aussi l'histoire de cet homme. Il va prendre son rôle à cœur joie et devenir le système. Sauf que justement, là, il y a le décalage des frères Cohen, et tu sens que cette personne-là, elle est totalement paumée, qu'elle ne peut pas être prise au sérieux. Tu as presque du mal pour lui de le voir devenir un big boss par procuration. Oui, on est sur du rêve des abusés, on est sur effectivement l'annihilation d'une certaine forme d'esprit libre, donc d'un individualisme, mais plutôt vertueux face à une espèce de masse grandiloquente. Et c'est vrai que ça, tu le vois même dès le début. Enfin, dès le début, tu vois, le fait qu'on joue énormément sur cette invention qu'on ne voit jamais pendant la première heure. Là, le film, ça m'a été flagrant. Exactement. Le rond, le cercle. Le cercle, en plus, qui est juste, enfin, qui en plus donné un signe du destin, parce qu'on nous dit clairement qu'il a cette idée parce que c'était sa tasse de café sur le journal qui avait entouré l'annonce de Sucker et qui, lui dit, je vois ce cercle, quoi. Enfin, tu sais même pas vraiment ce qu'il voit. Tu sais pas ce qu'il a vu. C'est ça. Est-ce que lui, il voit le cercle ou est-ce que lui, il voit l'annonce? Tu sais pas vraiment. Il voit les deux, en fait, d'une certaine manière. Ouais. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et pendant 1 heure pile, on ne voit pas ce que ça va être, où il veut en venir. Il passe son temps à dire, j'ai une super idée. Il monte son cercle sur le papier en disant, c'est pour les gosses. Et t'es là, tu fais, pour lui, c'est flagrant ce qu'il est en train de nous dire. Pour les autres, non. Mais parce que c'est un rêveur, parce que c'est un idéaliste qui se dit, oui. Tout le monde pense comme moi parce que ces gens-là sont des rêveurs et des idéalistes. Et il va réaliser que pas du tout. Mais il met du temps à le réaliser. Et effectivement, comme tu le dis, pour le réaliser, il doit devenir un rouage du système, il doit se faire bouffer par lui, devenir exactement comme eux avant de, voilà. C'est une caractérisation très classique, mais qui fonctionne vraiment très bien parce qu'elle a l'intelligence, je trouve, et ça, pareil, c'est par des éléments de mise en scène que ça se dénote, c'est pas que par l'écriture. On se maintiendrait à l'écriture, ce serait quelque chose d'un peu plat. Mais ils vont jouer sur une caractérisation classique, donc voilà, un destin de héros du je deviens comme ça, j'évolue, je me rends compte que c'est pas bien, je réévolue. Il n'y a rien d'inventif là-dedans. Mais non. Vu qu'ils passent leur temps à répéter des scènes et de les détourner à chaque fois, c'est comme ça qu'ils vont réussir, je trouve, à faire le sel de tout ça et à quand même
nous surprendre dans un schéma qui pourtant s'avère au final dans les grandes lignes, si on le prenait sur le papier, assez balisé. C'est ça que je trouve assez intéressant aussi avec ce film. Oui, puis c'est malin dans l'écriture parce que finalement, bon, on a ce rond qui est presque une blague et tout, mais il revient. Puis même dans la structure du film, c'est une boucle. Ça, Dans tout est le cyclique, ouais. message, oui, puis dans le message du film, l'aliénation, voilà, on rentre dans un cercle sans fin. C'est ça, hein, le travail, travail. Bon, évidemment, là, on est presque dans l'absurde et le surréalisme à demi-mot quand il est dans cette salle de courrier où travail, 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 travail. Il y a des dialogues absolument fumeux là-dedans, mais Truc ça merveilleux en est là où drôle, on mais c'est disait pas que drôle quand c'était on. quoi, justement limite orwellien, enfin pas limite même, je pense que bon, on n'est pas non plus dans Brasil, hein, je veux dire, on n'est pas non plus dans le truc où ils vont Non, tellement exagérer les traits qu'on sent vraiment non, l'individu qui est écrasé au sol. voilà. Mais il y a un truc, et justement, tu parles de cette salle là, justement où ils sont en train de trier le courrier, où d'ailleurs tu as cette espèce d'absurdité cette fameuse lettre qu'il est censé donner, il peut pas la donner pour la simple et bonne raison que le casier est, il y a un casier qui est plus petit que les autres, et c'est Ouais. celui-là, et il n'a pas le droit de plier la lettre. C'est quand même complètement couillon, quoi, comme truc. Tu te dis, voilà. Donc, la seule lettre qu'il doit donner, il doit la mettre là, et il ne peut pas le faire. Donc, de toute façon, il y a un rouage dans la matrice qui fonctionnera pas, et c'est lui. Et c'est ça qui est Ouais. intéressant aussi. Et mais juste après cette scène-là, ils annoncent la mort du père Hotsucker qui s'est suicidé, hein, ce qu'on a vu au début du film. Donc du coup, ils doivent tous s'arrêter, ils doivent tous faire une minute de silence, ils doivent tous avoir l'air Non, triste, parce qu'on leur dit, hein, ayez l'air triste, faites ci. Et au moment où ils repartent, ils leur disent, voilà, ça a été correctement timé et ce sera déduit de votre salaire. Et quand tu entends ça, tu fais, ah, ça dit énormément de choses. c'est ça le rapport au temps déjà. Alors, le temps par rapport au capitalisme, c'est de l'argent. Et Mm. après, le temps, on y reviendra sur sur une particularité. Je pense que c'est très logique finalement qu'ils aient utilisé ça en détournant, on va dire, justement, l'idée de pouvoir sortir du système, peut-être, c'est pouvoir sortir du temps. Et ça, voilà. Sur la mise en scène en tant que telle, alors évidemment, difficile de définir à l'époque le style Cohen. Bon, on retrouve peut-être des choses de Arizona Junior sur certains moments où on est dans entre slapstick et screwball. Ouais, c'est ça. Bah, tu reconnais un petit peu de Rémi aussi Oui, dans oui, oui. certaines ironies, notamment dans la naïveté des personnages. Alors après, la naïveté des personnages vient aussi de Tim Robbins, je trouve. Alors on est quand même un peu éloigné. Enfin, c'est vrai que c'est une grande période pour lui. Tu parles des évadés ou pareil, il va jouer un. Le Alors player. le personnage, ouais, justement, j'allais y venir. Ouais. Enfin, le personnage est un peu moins naïf quand même dans Les Évadés. C'est quand même un grand malin, cet avocat qui arrive à détourner tout ça, mais qui joue les grands naïfs. Et au final, pareil, dans The Player, c'est pareil, c'est un gars qui est un peu acculé par sa société. C'est ce qu'on revoit dans Shortcuts aussi. Hein. Enfin, on est dans une période où Robbins va essayer de créer ce personnage très ambigu. Et là, l'ambiguïté d'ailleurs se tient dans le dialogue qui tient avec donc le personnage qui est joué par Paul Newman, là, Sidney Musburger, cette espèce donc de Cali, enfin de Disno Good qui attend dans l'ombre de récupérer les parts et de se dire allez maintenant pop je suis chez moi et qui est cynique à souhait. Paul Newman d'ailleurs est assez merveilleux dans un rôle, je vais pas dire à contre-emploi parce que Paul Newman a joué une variété de rôles assez folle, mais en tout cas qui est l'opposé de ce qu'il a l'air d'avoir été. Moi, quand je lis, enfin, Paul Newman, Oui, j'ai surtout lu ce que Sidney Lumet en disait, cet homme extrêmement discret qui ne veut jamais faire de vagues, qui est très 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 gentil, mais qui vraiment a très peur de parler aux autres, de s'ouvrir sur les tournages. Il vient, il fait le taf, il est merveilleux. Tout à coup, ça devient quelqu'un d'autre, mais quand il revient dans sa persona, il est très discret. Et là, tu te dis, tu as l'impression que c'est un acteur excentrique qui est en train de jouer ce rôle-là. Et c'est assez marrant de se dire que, bah, voilà, c'est ça le travail d'acteur, quoi, surtout. Mais tu as cette discussion avec eux où ils voient ce gars-là qui attend de lui donner sa lettre. Ils voient le gars hésitant, pâteau. La caméra joue énormément sur les distances. Tu as l'impression que le bureau, il fait 500 mètres de oui. long, alors qu'en réalité, il est probablement bien plus petit que ce qu'on en imagine. Enfin, tu as l'impression qu'il a un étage pour lui seul, en fait, déjà. Ça, c'est assez Oui, bah, impressionnant. Et il se dit, oh, le mec, il n'ose pas avancer vers moi. Je suis en train de parler au téléphone à deux personnes en même temps, à ma secrétaire, à ça. Et pourtant, je lui pose une question toutes les trois phrases, le mec ne me répond pas. C'est le couillon parfait. Et pourtant, quand tu lui poses les questions, bon, alors toi, j'imagine que tu n'as pas de diplôme. Ah, si, si, je suis diplômé de ça et de ça et de ça. J'ai fait telles études. Donc, le gars lui dit ouvertement, je suis pas du tout le couillon que tu imagines, en fait. Hein. Mais voilà, il se laisse totalement avoir. Donc, c'est ça, cette espèce de, comme je dis, de clou de clou dans le rouage. Et là où c'est super intéressant, donc cette espèce de cercle, en fait, qui en réalité est un cercle qui se casse progressivement, c'est que je trouve que c'est annoncé assez rapidement par la répétition, justement, et par le côté cyclique de certaines scènes. C'est là-dessus que je voulais développer un petit peu. C'est par la répétition de certaines scènes qui te montrent, en fait, qu'on ne répète jamais la même scène. Et pour ça, bon, ça spoil pas tant que ça prend trois moments différents, mais qui ne sont pas importants pour l'intrigue. Au début, donc, effectivement, on a le suicide du patron de la Hudsucker Company.
ce cher Warren. Donc, du coup, on voit cet homme, enfin, pour décrire la scène, on voit cet homme qui est assis, qui entend les rapports, voilà, les rapports financiers, le fait qu'ils ont encore éclaté tous les records, qu'ils sont ultra riches et tout ça. Et le mec, bon, clairement, il l'expliquera beaucoup plus tard. Il comprend même pas le fait d'avoir autant d'argent parce que ça lui sert plus à rien et qu'il est perdu là-dedans et que lui, il y avait un truc qui comptait. Il s'est intéressé à rien d'autre que bah, l'amas financier dans lequel on l'a mis. Donc, effectivement, il se lève, il court sur la table. C'est montré de manière comique, très étonnamment, il se suicide. Un tout petit peu après, bah, justement, après cette scène de dialogue, justement, d'entretien dont on parlait, on a exactement la même scène qui se passe. On a une partie du bureau qui prend feu et le personnage de Sydney, donc Musburger, qui tombe également. Et là, tu te dis, OK, il va y avoir un gag sur les grandes pontes de cette société qui vont se suicider ou tomber les uns après les autres. Sauf que, pof, tu as un flashback avec le tailleur de Musburger qui lui dit, est-ce que vous voulez pas que je vous fasse enfin, voilà, un double, je sais plus comment il dit, double stitches, il leur dit, voilà, que je vous fasse une double couture, voilà, sur votre pantalon. Ourler, ouais, un truc comme Voilà. ça. Oh non, j'ai pas envie, machin. Et un autre flashback où le mec dit non, il est gentil, je vais lui faire sa double couture. Et donc, pof, le pantalon le sauve. Déjà, ça, tu te dis, hop, ils t'ont refait la scène et ils te la détournent. Et un peu plus tard, on a pareil, l'un des gars qui commence à dire mais en fait, je suis ruiné, c'est pas possible, machin, je veux mourir. Il fait la même chose, il court, et ce que tu dis, sa visage s'éclate. Et là, t'as Paul Newman qui il fait plexiglas. Voilà. En fait, à chaque fois, ils redétournent la scène. Ils te diront clairement, on ne t'emmènera jamais là où tu veux et tu ne reverras jamais. Ça t'a fait rire au début, et ben c'est bon, ça t'a fait rire une fois, on va aller ailleurs. Et donc c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'ils jouent constamment sur tes attentes et qu'ils passent leur temps à les détourner. Voilà, tout en gardant un schéma très classique. C'est ce qui fait la force, je trouve, du film. Cette histoire de rêve aussi, il y a une autre histoire de rêve après, plus tard, quand Norville est président et il s'imagine danser Carmen, là, prends garde à toi. Oui, en effet, c'est clairement ça. Mais il y a plein de choses, c'est hyper riche. Tu as des scènes qui peuvent paraître complètement loufoques, mais toujours ce message derrière par rapport à ce système. Et bon, la relation qu'il a, ça fait très film à l'ancienne. Hein. Jennifer Jason Leigh, elle est en mode Catherine Hepburn, un peu. Oui, un personnage merveilleux, oui, justement, et qui sort en plus du cadre. C'est-à-dire qu'ils sont en train, enfin, tu sens vraiment qu'il y a qu'il y a plusieurs films dans le même, où elle, justement, elle fait les espèces de femmes fatales, les films noirs avec Bogart, quoi. C'est clairement ce personnage-là. Et qui n'a pas sa place là-dedans, et qui, du coup, pareil, se fait très rapidement évincer, dans le personnage qu'elle est censée accomplir, et elle est obligée de le réinventer pour avoir le droit d'exister dans cette histoire. Ce qui fait que le personnage est assez fascinant. Putain, pour revenir vite fait au style de l'introduction, moi j'ai été surpris parce que oui, les frères Cohen, voilà, mais c'est l'époque, c'est les années 90 aussi, il faut replacer dans le contexte. Tu as l'impression au début d'avoir un film de Tim Burton. Hein. Alors, je me demande s'il n'y a pas certains matte painting ou certaines constructions de décors des Batman qui n'ont pas été réutilisés. Ça se faisait souvent à l'époque. Par exemple, Dark City, après, il y a des décors qui sont repris dans Matrix et tout. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, ça donne une impression presque pseudo-gothique par moment, mais qui tourne plus au film noir après. Ou alors le Darkman de Sam Raimi aussi, qui est à peu près à la même époque. Hein. Tout à fait, non, bien sûr. Donc après, voilà, ça c'est. Est-ce que Ça, c'est des ouais, c'est l'identité visuelle d'une époque aussi, je dirais. C'est ça. C'est des récupérations aussi, parce qu'il fallait faire des économies, parce que 40 millions de budget, oui, coproduction internationale, certes, mais si on peut réutiliser certaines choses, c'est pas mal. Et à un moment, bon, on va y aller, hein, zone spoiler, parce que là, ça suffit. Quoique, oui, si, zone spoiler quand même, parce que bon, ouais, même, hein, ce rond, déjà, bon, c'est donc le hula hoop, qui a vraiment été inventé en 58-59, donc ça part d'une base réaliste. Et ce qui m'intéresse sur le rôle du hula hoop, c'est que ils se disent, les grands pontes, oh, ça va pas marcher, super, on va le lancer, ça va tout faire faillite. Ce qui est le cas d'abord, hein. Ils font tout pour que ça se foire. Mais après, par erreur, il y a un cerceau, j'adore cette scène, un cerceau qui s'échappe, voilà, et qui va atterrir au pied d'un gamin. Et là, on a la danse du sabre, là, Sabre Dance, là, un grand morceau classique. Et il fait du hula hoop et tous les gosses sont à fond. Et ça devient un succès. Et très belle scène, je trouve. Tu as le plan sur le magasin aussi qui attend que les gens viennent en se disant allez, le grand truc, le hula hoop, ça vient d'être créé. Il met son petit prix. Enfin, il y a un gros plan sur le prix. Je crois que c'est un truc dans le 2,79 $, un truc comme ça. Et puis au fur et à mesure, il baisse le prix, il baisse le prix, il baisse le prix, il baisse le prix parce que on peut pas le vendre ce truc, c'est pas possible. Et puis tu revois après le miroir du plan où tout à coup, quand les gamins commencent à courir vers le magasin,
Tu revois le truc, tu vois tous les prix qui se retirent, et au moment où tu réatteins le prix d'origine, il y en a un nouveau qui se colle qui est 3 fois plus cher. Ça, je trouve Eh ça oui, fabuleux. l'offre, le capitalisme, l'offre et la C'est ça. demande, on est C'est en ça y est, plein. on devient riche, quoi. Et ouais, c'est à partir de là qu'il devient un espèce de rouage qui ne pense plus et qui a. Mais oui, Ouais, non, non, mais mais c'est ça. Mais c'est le hula, je hula hoop. à prononcer, tu vois, c'est le matin, hein, c'est pas possible. Le hula hoop, effectivement, c'est quelque chose d'assez, enfin, c'est assez intéressant de jouer avec ça en plus, de se dire, on va, ben voilà. Déjà, il y a un côté caustique là-dedans. Bon, en fait, on va vous raconter l'invention du hula hoop, tu t'y attends pas, donc ça te prend par surprise. Et en plus de ça, déjà, c'est une occasion de mise en scène folle, hein, la scène que tu cites, elle sort de nulle part. Et c'est encore une fois de plus se dire, voilà, tu t'attendais à un film qui, il a son identité, ça fait 1 heure quand même qu'on t'a fait comprendre vers quoi il allait visuellement, voilà, vers un côté, la société qui écrase, les murs, c'est tout le temps filmé de haut, voilà. Et pop, tout à coup, une scène onirique, un gamin qui prend un cerceau, qui commence à danser, c'est la découverte du monde, c'est le monolithe, c'est tout ce que tu veux, et tu te dis, qu'est-ce que ça invoque, quoi? Ça invoque un autre cinéma, et c'est parti pour autre chose. Même si après il revient quand même dans les premiers rails, Oui. mais c'est cette capacité à partir ailleurs quand il le souhaite. Puisque, bah, même si au final beaucoup de films le font, il y en a quand même peu qui se le permettent à ce point-là. Et ça, c'est assez fort. Mais après, tu parles justement de. Et ça laisse la note d'espoir. Voilà. Enfin, là, pareil, même si c'est pas en soi une énorme révélation, le film se termine sur une nouvelle invention qui est le frisbee. Et la manière dont il est montré, c'est qu'il balance le frisbee et le frisbee sort de l'immeuble et on ne voit pas où il va. Et donc tu te dis, Ouais. ça y est, c'est peut-être ce frisbee hasardeux, celui qui va faire en sorte que ça fonctionne. C'est assez marrant Et, aussi, la manière dont il le montre, le côté, le hasard peut faire quelque chose. Et encore une fois, c'est cette espèce de providence. La tasse à café qui montre quelque chose, le cerceau perdu qui montre quelque chose. Toujours le cercle qui peut revenir à n'importe quel moment, quoi. Il aurait presque dû inventer le boomerang à ce moment-là, si tu veux. ouais, ouais, bah, vu qu'il se reprend pas mal de choses à la gueule à un moment, enfin surtout le personnage de Paul Newman, on y reviendra. Et alors, il y a aussi alors, un personnage dont on n'a pas forcément parlé pour l'instant, joué par Bill Cobbs, qui va prendre une importance soudaine. On voit, bah, c'est le maître du temps, si on veut, celui qui s'occupe des horloges en haut, parce que le temps, c'est de l'argent, donc le temps. D'ailleurs, midi, minuit, hein, on comprend. On sent que ça va partir dans du fantastique, là. On le voit. Qui s'appelle Moïse, accessoirement. C'est quand même En bien de le savoir. plus, voilà, Moïse, alors c'est le prophète du temps, on pourrait l'appeler comme ça. Et le temps et l'argent, etc. Et c'est lui qui va décider à un moment d'arrêter. Parce que le système, à un moment, c'est sympa, mais c'est lui qui va donner une chance. Alors là, c'est la fin. La fin qui apparaît au début, il saute, notre cher héros. Donc on se dit, enfin, il s'apprête à sauter, va-t-il sauter? C'est ça au début. Finalement, il saute, et là, on se dit, bon, bah, c'est triste quand même. Et non, là, le temps s'arrête. Et c'est là où, en fait, finalement, le destin qu'il l'a choisi va quand même lui donner une autre chance. Bon, on va dire, c'est l'idéalisme des frères Cohen quand même. À un moment, on fait du cinéma, on en profite pour imaginer une réalité alternative. Et midi, non, il se suicide à minuit, et c'est à midi que le grand patron avant s'est suicidé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre l'ange. Alors, pour le coup, on revient à La vie est belle de Capra, mais franchement, magnifique. Et là, il apparaît en ange, etc. Et alors là, on a l'absurdité absolue, parce que finalement, le film aurait été résolu s'il avait pu donner la lettre bleue. Parce que le grand patron, en se suicidant, finalement, dans sa lettre bleue, il donnait ses parts à son second. Donc, le personnage de Paul Newman, il a fait tout ça pour rien. C'était lui qui était destiné à être le big boss. Et là, on rigole justement de l'absurdité du système. Ça en est presque, oui, ça en est incisif et ça en est jouissif d'une certaine manière. Mm. Oui, puis après, ça, il y a aussi un autre personnage bon, qu'on a cité pour l'instant, mais qui est, enfin, en plus pour l'archétype qu'elle représente, mais le personnage de Jennifer Jason Leigh a un parcours assez similaire au final que celui de Norville Barnes, donc joué par Tim Robbins, qui est le côté, c'est elle en fait qui va recréer l'archétype parce qu'il y a le côté, donc du coup, ce patron, enfin ce gars qui devient patron, qui devient fou, voilà, qui monte comme pas possible, devient aussi la risée des journalistes, puisque elle est censée enquêter sur lui, donc il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui crache sur lui dans la presse avant de se rendre compte que c'est la personne qui travaille pour lui, qui l'a engagé et dont il est potentiellement, avec qui il a potentiellement une envie de romance. La romance, peut-être un petit peu sous-écrite, je dirais, mais ça, c'est un autre débat. Mm. Les personnages un peu rentrés au forceps des fois par moment, c'est dommage, mais bon, ça, après, c'est un autre trope du cinéma américain de l'époque, enfin, cinéma Ah tout oui, court, hein. ça. Voilà. Mais, et qui, du coup, elle aussi, va prendre une espèce de conscience que, ah non, mais moi, je voulais attaquer la grande compagnie et je voulais les défoncer parce que pour elle, justement, elle arrive en se disant, ils sont tous comme Sidney Musburger.
c'est tous des gros salauds qui veulent gagner de l'argent. Et elle voit ce grand naïf qui rêve, qui, elle se dit non, je m'en fous, je reste droite, je m'en moque, tout le monde me le demande. On voit le patron de presse, Joe Bruce Campbell, qui lui gueule dessus en disant non, non, mais tu nous les défonces, tu fais tout ce que tu veux. Il nous faut notre Pulitzer et il joue d'ailleurs beaucoup sur le fait qu'elle a gagné un prix une fois et pour aucune raison noble. Ça fait beaucoup penser au gouffre chimère pour ça. Oui. Et, voilà, et donc du coup qu'elle doit reproduire la vénalité, quelque chose d'horrible pour pouvoir avoir le succès. Et elle se rend compte, ah non, il y a la voie vertueuse. Donc ça pareil, c'est extrêmement américain, extrêmement hypocrite. Mais le personnage évolue beaucoup là-dessus. Et c'est assez marrant. Alors parce que là, je vais faire un parallèle qui n'a probablement aucune valeur dans ce que je dis là, puisqu'ils sont bien plus éloignés maintenant de ce dont je vais parler que ce que je veux dire. Mais Jennifer Jason Leigh joue dans la saison 5 de Fargo. Donc le Fargo qui n'est plus dirigé par les frères Cohen depuis presque la saison 1, où ils ont à peu près choronné le truc, mais de très très loin. Et dans la saison 5 de Fargo, qui ressemble de toute façon au scénario des frères Cohen, hein, c'est quand même le principe, elle joue une grande patronne, extrêmement cynique, extrêmement froide, qui ne conçoit même pas les gens autour d'elle, mais elle les conçoit que comme des loups dans une bergerie, tu vois, qui doivent absolument bouffer les autres. Et du coup, c'est là, je me dis, ça me fait énormément penser au personnage de Paul Newman, encore plus cynique. Et c'est assez marrant de se dire qu'elle aura dressé ce miroir dans sa carrière, d'aller jouer l'exact contraire de la naïveté qu'elle essaie de représenter là. Voilà. Ouais. Et à un moment, c'est vrai qu'elle quitte son boulot en mode. Après, il y a celui qui est responsable de l'ascenseur et tout. Il y a la révolte du peuple à la fin, quand même aussi. Il y a une petite. Parce que bon, il fait quand même n'importe quoi, évidemment, Norville en tant que chef, parce qu'il n'était pas destiné vraiment à être chef, bien que la trace de café, en effet. Bon, mais justement, à jouer sur le destin pendant tout le film, à jouer sur cette boucle, c'est presque pas étonnant que le surnaturel intervienne à la fin. Alors, moi, j'aime beaucoup comment ils font, les frères Cohen et Sam Raimi, intervenir le surnaturel avec le personnage de Moses, donc, qui est là et qui hop, arrête regarde l'horloge, bien caméra. sûr. Le regard caméra, normalement, j'ai pas le droit de faire ça, mais bon, on s'en fiche. Bah, de toute façon, ça, il est en train de te dire, à partir du moment où le fantastique a érupté, de toute façon, tu es obligé de le verbaliser et de le personnifier, quoi. Ça, c'est assez intéressant, le côté. Ah, t'as vu, c'est pas normal. Bah oui, oui, c'est pas normal. Et alors? Parce que bon, en fait, c'est un double discours, c'est-à-dire moi, en tant que maître du temps, j'ai pas le droit de faire ça par rapport au rôle qu'on lui a donné depuis, voilà. Mais par rapport au film, c'est pas normal non plus. Mais c'est pas grave, on brise les conventions parce que le film veut briser le système, enfin veut essayer de briser justement cette idée que, ouais, bon, comment le rêve américain fonctionne. Bah, vu comment le film est montré. Alors c'est marrant parce que quelque part, il va réussir à le vivre son rêve américain par procuration, proxy, arrivé au bout, le personnage de Norville. C'est ça qui est drôle, c'est que au début, il est rien, on le met là, donc évidemment, l'illusion du rêve inaccessible, mais parce que, en fait, c'est un petit peu l'homme de paille et on le manipule. Mais finalement, à la fin, par truchement de tout ça, il va y arriver. C'est un peu l'ironie, finalement, le naïf triomphe à la fin. Une happy end pour lui, hein, grosso modo. Mais c'est ça je trouve que c'est intéressant finalement de le voir arriver malgré tout en brisant le système au milieu. Mais est-ce qu'il y a une ambiguïté selon toi sur cette Moi, fin? c'est pas du tout comme ça que je l'interprète, bien malheureusement, hein. Parce que c'est Ah, vrai qu'effectivement, tu vois, on a donc du coup cette scène qui revient, donc on le voit sur le bord de son horloge où il est censé tomber. On voit ce personnage d'ailleurs qui le regarde depuis la fenêtre en mode tu dois tomber. Et après, va aller essayer d'affronter Bosis, qui lui aussi est un pan du système qui correspondrait à un archétype un peu inverse, qu'on voit très peu au final, mais qui prend des décisions dans l'ombre, quoi. hmm. Et quand on le voit tomber, effectivement, on voit, hop, tout à coup, tu étais censé mourir, hein, puisque tu tombes, et voilà, et tu ne meurs pas, et pop, tout se passe bien. Pour moi, j'ai quand même l'impression qu'il est mort, ce pauvre Norville. En fait, je trouve que les Coen s'évertuent à faire une énorme critique, alors énorme, c'est peut-être un peu exagéré, parce que c'est pas non plus si grinçant que ça, malgré le ton. J'ai essayé de garder un côté accessible, je pense, qui peut-être va jouer un peu, mais qui au final leur fait éviter de tomber dans un truc, je vais dire un truc ridicule qui n'a rien à voir, mais dans du Stéphane Brisé, tu vois, où on fait du mélo ultra larmoyant, où on te dit, mais regarde les grands méchants qui ont l'argent. Le faire de cette manière-là ne réduit pas le discours, mais le rend plus acceptable. Et peut-être d'une certaine manière plus incompréhensible. Ça ne m'étonnerait pas que beaucoup du public américain n'ait même pas compris l'ironie de la chose et vu, oui, le happy end parfait du ah, mais non, mais grâce à la vertu, il s'en sort. Moi, ce que je vois, c'est le côté, bah oui, on critique le truc. De toute façon, le capitalisme a gagné depuis le début, puisque bah, les gens à peu près nobles d'esprit, quand ils en ont conscience, la seule variante qu'ils ont, c'est la mort. Et la preuve, bah, les deux qui veulent mourir, enfin, qui décident de mourir, donc Hutsucker, pardon,
Et, euh, et ce cher Barnes, bah, ils y arrivent. Là où les deux autres, quand ils essaient de faire la même chose, vu que c'est pas pour les mêmes raisons, bah, ils n'y arrivent pas. Voilà, ne serait-ce que ça, il y a une ironie assez intéressante. Et pour moi, le côté, bah, finalement, il survit, il revient, il crée un nouveau truc, mais ça devient ce patron aimant et gentil. Pour moi, c'est juste, tu sais, cette espèce de minute avant la mort, quand tu es étalé sur le sol avant d'aller rejoindre quoi qu'il puisse y avoir de l'autre côté, c'est-à-dire rien. Voilà, je fantasme ce que ça aurait pu être. Je le vois vraiment comme ça, en mode, on est dans un espèce de rêve onirique où il a gagné contre la grande machine. Et c'est pas possible. Et on parlait de Brésil tout à l'heure. Brésil, il faut pas oublier qu'il y a aussi ça. Le personnage qui vole avec le ça y est, il a accompli son rêve, il est devenu ce monstre ailé merveilleux qui tient son héroïne dans ses bras. Et qu'est-ce qu'on voit? La caméra s'arrête sur lui qui est aliéné, qui est totalement médicamenté et qui est en train de délirer, en train justement de se prendre une injection létale dans la gueule. Voilà, je vois un parallèle qui est quand même assez fort. Pour moi, il n'y a pas vraiment de happy end, mais c'est suffisamment masqué pour qu'on se dise, pour qu'on garde le sourire quand même, en fait. Ah, c'est vrai, mais c'est souvent les fins des films des frères Cohen, c'est toujours un petit peu ambigu comme C'est ça. teinté d'ironie, ouais. Parce que même Barton Fink, on ne sait pas trop déjà si c'est pas trop dans sa tête aussi, le personnage. J'avais un petit peu. Tu fais cette théorie-là sur ce film-là, je l'avais fait un petit peu sur Barton Fink. Donc Ah oui, finalement, ça croise. Barton Fink, c'est bref avant l'heure. Ouais. D'une certaine manière, hein, tous les personnages sont dans ma tête. Oui, il y a beaucoup de ça. Hein. Peut-être pas, hein, ça se trouve, eux, ils diraient, bah non, pas du tout, voyons, arrêtez, tu vois, mais tu peux tout à fait le prendre comme tel. Hein. C'est Mais la pas fin de déconnant. Arizona Junior aussi, la fin de Arizona Junior, il se fantasme des trucs pour un Oui, avenir potentiel, hein, voilà. Et puis même, si on peut aller plus loin, mais on va peut-être pas faire tous les films, mais la fin de O Brother aussi, qui paraît complètement folle, avec la rupture du barrage, tout ça, ça paraît simple. Toujours à la fin, d'ailleurs, dans O Brother aussi, tu as un petit peu l'intervention du fantastique, avec celui qui va... déjà, il y Voilà, a qui est Robert Johnson sur hein, le rail. dans Brotherhood, Voilà, ne serait-ce que là, tu vois. Le fantastique est jamais bien loin. voilà, donc c'est pour ça que. Mais je pense que ça en revient à un truc chez les frères Cohen au sens large, c'est qu'ils ont ce regard sur l'Amérique, sur la société voilà, dans laquelle ils vivent. Ils en ont un petit peu ras-le-bol, donc ils fantasment autre chose. Mais est-ce qu'ils sont pour autant dans l'optimisme ou non? C'est pas forcément. Peut-être qu'ils alternent selon les films. Quand on voit qu'ils ont fait No Country for Old Men plus tard, l'optimisme, c'est pas que leur truc non plus. Hein. Mais des fois, voilà, ils alternent peut-être comme cela. Ils montrent les gens dans les rouages de la société. Ils essayent de les libérer parfois, mais est-ce qu'ils les libèrent vraiment? Au final, le cinéma peut libérer un temps, mais dans la réalité, de toute façon, on reste dans le système. Et eux-mêmes, ils le sont. Ils rentrent dans le système en faisant des films. C'est ça qui est assez amusant. C'est que, au final, je pense qu'ils en seront de plus en plus conscients en avançant dans le film. Quand on voit de Big Lebowski, ils sont déjà conscients de quelque chose en le faisant. Hein. Après Fargo, de Big Lebowski, s'ils le font après Fargo, c'est peut-être pas par hasard. Le succès commence à arriver et ils se permettent des trucs tout en. Voilà. Et c'est marrant parce que le Big Lebowski, tu vois, tu peux ça n'a rien à voir, mais tu peux le classer aussi dans un système à la Lynch, dans Mulholland Drive. J'avais remarqué des petits trucs comme ça. L'évolution du cinéma américain de cette époque-là aussi permet bizarrement des choses qui vont aller de plus en plus dans peut-être pas le surnaturel ou si justement on ne sait pas trop. Et ici finalement avec l'absurde du système ça rentre très bien je pense dans cette possibilité de quelque chose de très réaliste social, voilà, le système il est là, mais possibilité d'aller ailleurs et de voir aussi à quel point ce système fait du mal, donc on essaye de s'en évader ou on en subit des conséquences aussi. Non, David Lynch il le fait très bien aussi. Hein. Mais je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter dans la zone spoiler. Non, là, comme ça, pas tant. Voilà. Mais bon, on va fermer la zone spoiler pour conclure, pour donner envie ultimement aux gens de donner sa chance à ce film. Puisque voilà, ça y est, il a 30 ans. Donc maintenant, obligé, on en reparle. Alors oui, 94, ce n'est pas que Forrest Gump, ce n'est pas que Les Évadés. Non, Je ça sais devient que mieux. voilà, on pourrait avoir des débats pendant des heures dessus, parce que moi j'aime beaucoup ces films, mais bon, pour des raisons. Ça sera intéressant un jour de revenir sur ces grands succès de l'époque qui peut-être ont mal vieilli, oui, forcément, d'une certaine manière. Mais le grand saut, au final, je dirais que peut-être il pourrait mieux marcher aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Proposons-le dans des salles, je ne sais pas, en réédition. Je ne sais pas s'il a eu sa version 4K Blu-ray, j'en doute. À vérifier, mais bon. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il marcherait mieux Ah, pour les ce qui est gens, assez même si ça reste marrant, ancré dans les années 90 quand même? Hein. je pense que ce qui est assez marrant, et malheureusement pour nous, mais on peut avoir tendance à utiliser ce genre de langage totalement faux, c'est qu'il pourrait avoir les mêmes qualificatifs que si aujourd'hui tu découvres Network, c'est dire « Ah mon Dieu, c'était tellement annonciateur ».
Alors Ah que oui, c'est non, annonciateur de rien du tout. Non, mais je veux dire, c'est ça. Se rendre compte que c'est juste que la réalité n'a toujours pas changé, quoi, et que c'est juste encore pire qu'avant. Mais vu que forcément, il prenait un trait et qu'il l'exagérait un peu, on pourrait dire, ah là, c'est annonciateur de tout ce qui se passe maintenant. Mais non, enfin, l'Amérique s'est toujours construit sur le génocide et le capitalisme, et ça n'a pas changé. Mais non, non, je pense qu'effectivement, il peut. Enfin, alors, oui, déjà, il a particulièrement bien vieilli, même si pareil, j'aime pas trop utiliser ce genre de qualificatif. Rien ne vieillit réellement mal si tu le contextualises, mais il a une qualité visuelle qui peut tout à fait sembler moderne. Donc, pour qui pourrait penser que ah là là, c'est un peu vieux, enfin, tu sais, c'est un petit peu comme ceux qui diront oh non, mon Dieu, un film en noir et blanc, alors qu'un film en noir et blanc n'est pas plus vieux que les conneries blockbusteriennes qu'on nous sort tous les 4 matins. Mais voilà, enfin, je veux dire, non, enfin, déjà, le film est très frais, il est très rythmé, il se passe quelque chose qui fait que tu es facilement embarqué dedans, donc il n'y a pas de souci. Je pense il pourrait être très apprécié. Nous, on a fait le test, hein, de toute façon, tu vois, pour donner les coulisses de ça, on a fait un vidéo club la semaine dernière du côté d'Armentières où on a dit, enfin, moi je voulais diffuser Le Grand Saut. Voilà, c'était mon but, c'était Le Grand Saut, c'est le film que j'ai proposé. On avait dit, on prend un risque avec un film un peu méconnu, d'auteur plutôt reconnu, c'était l'idée. Et là, sur le prochain, du coup, on va devoir aller vers quelque chose d'un peu plus, alors, voilà, reconnu par tout le monde pour essayer d'attirer un public et se forger une petite connaissance là-dedans et ensuite pouvoir proposer des choses plus obscures. Enfin bref, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était Le Grand Saut. Et Le Grand Saut, le problème, c'est qu'il n'y a pas de copie. Il n'y a aucune copie DCP qui existe. Donc, nous, la solution qu'on avait, c'était de diffuser le Blu-ray. Et en question d'éthique, c'est dérangeant de se dire, vous payez une place de cinéma pour qu'on vous diffuse un Blu-ray. C'est pas terrible. Donc, Arizona Junior existait en DCP. Donc, on a pu l'obtenir par ce biais-là et on l'a diffusé par ce biais-là. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'il n'y avait pas énormément de monde dans la salle. Par contre, il y avait 2 personnes dans la salle qui avaient vu Arizona Junior à sa sortie. Personne d'autre ne connaissait. Les gens connaissaient les frères Cohen, savaient qui c'était. La moitié, on a essayé de sonder un petit peu la moitié, avec quand même entendu parler du film. D'autres, vraiment pas du tout, étaient venus par curiosité en mode oh, il y a un ciné-club dans ma ville, j'y vais, je sais pas ce que ça va être. Et ça, c'était assez intéressant. Par contre, quand j'ai cité Le Grand Saut à la fin, donc on a fait un débat, discussion, personne, ça ne connaissait Le Grand Saut et surtout personne ne l'avait vu. On a fait gagner le Blu-ray, du coup, par concours de circonstances, histoire de susciter l'envie. Mais en tout cas, la réception déjà d'Arizona Junior était extrêmement positive. Tu avais des personnes qui se disaient c'est peut-être un peu trop absurde pour moi, j'ai du mal à comprendre. T'en as une qui n'a pas aimé le film mais qui a dit par contre je comprends d'où vient Nicolas Cage, d'où viennent les Cohen et ça je trouve ça fabuleux. Là où elle m'a dit je déteste l'humour chez les Cohen, mais elle m'a dit ensuite que son film préféré c'était Burn After Reading. Je l'ai pas compris. Mais bon, peut-être que c'est pas si drôle que ça pour elle. En même temps, c'est vrai que c'est caustique et un peu noir, hein, mais voilà. Mais, euh, mais donc oui, je pense que ce serait ce genre de réaction-là. On est passé à côté de ce truc, quoi, et ça dit énormément de choses. Est-ce qu'on le recevra pleinement? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même un ton, il y a quand même un truc. Tu fais surtout enfin, dans des films qui sont à portée humoristique. Si tu adhères totalement au truc, ça se passe très bien. Si tu n'y adhères pas, ça peut être un chemin un peu pénible. Même si moi, j'ai tendance à penser que celui-là est vraiment très accessible, mais c'est peut-être parce que je m'y suis plongé assez facilement. J'ai fait le grand saut directement. Tu vois. Donc ouais, je pense que le film aura cette toute curiosité, qui peut tout à fait être bien compris, bien marché. J'espère hein, qu'il pourrait attirer du monde et qu'on pourrait se dire, ah, putain, les Coen, c'était vraiment fabuleux à cette période. Ça peut être l'occasion, maintenant qu'ils vont refaire des films ensemble. Après, oui. un arrêt qui finalement aura été vraiment très court. Hein, ils ne se sont pas arrêtés bien longtemps de collaborer. Mais ça peut être intéressant de se dire, tu penses à la Cinémathèque, tu penses à des trucs, enfin, même s'il ne faut jamais oublier la province, en tout cas, parce que la Cinémathèque, c'est bien joli, mais ça ne remplit pas toutes les salles. Mais voilà, se dire, ça peut être l'occasion, grâce à ça, de redire les frères Coen, n'oubliez pas que c'était aussi ça, et de ne pas ressortir une nouvelle fois Big Lebowski, au Brother, hein, ça, même si j'aime beaucoup ces films, hein, mais voilà, je discours un peu sur une notion un peu vide, mais voilà, c'est plus un espoir de voir le film exister en salle, quitte à ce que ça se plante. Mais lui donner une seconde vie et voir ce que ça donne, ça pourrait être une bonne idée. Bah, moi, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à faire le grand saut. Ah oui, je l'ai faite finalement. Voilà. Mais voilà, découvrez-le en physique parce que là, c'est possible. Heureusement, il Ouais. existe des copies et tout, parce qu'il y a certains films comme ça, bon, pas dans les années 90, mais peut-être antérieurs qui disparaissent. Je crois Et c'est qu'il une y a très très belle copie hein, pour le coup. voilà, donc n'hésitez pas là-dessus. Je crois que oui, les frères Cohen, ils ont eu la chance d'avoir des bonnes éditions. Ouais. Peut-être que eux-mêmes, d'ailleurs, se sont bien attelés à la tâche. Je pense qu'ils ont un amour pour faire vivre C'est leur ça. film d'antan. Ça Hein, paraît donc, que je pourrais pas le confirmer, mais en tout cas, enfin, je redis, c'est une belle édition. Moi, l'édition du Blu-ray que j'ai est sublime et vraiment, elle met très bien en valeur le film. Donc oui, effectivement, il y a une belle restauration, il y a beaucoup de belles choses qui se sont passées autour. et n'hésitez pas en commentaire à faire part de votre
rapport avec le Grand Saut. Peut-être que certains l'ont vu à l'époque, c'est possible, ou que vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, ou que cette vidéo vous donnera envie de le découvrir. C'est aussi un peu le but quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de cinéma dedans. Oui, ça peut partir dans tous les sens, mais en même temps, avec les frères Cohen, c'est rare quand même que ça suive vraiment qu'une. Ils aiment bien partir quand même. Donc forcément, je pense que si on aime le cinéma... Oui, il y a des gens qui aiment le cinéma des frères Cohen qui n'ont pas trop aimé ce film. Redonnez-lui sa chance. Peut-être que c'est vrai qu'à une époque, bon, des fois. Mais Ouais, voilà. ou vous ne l'aimerez pas, on sait pas. De toute façon, Voilà. Même heureusement qu'on si n'est vous pas obligé l'aimez de pas, s'aimer, quoi. si vous l'aimez pas, dites-nous pourquoi en commentaire parce que c'est Oui, très ça peut être intéressant. hyper intéressant d'en discuter aussi. Voilà. Mais en tout cas, le grand saut de Hudsucker Proxy. On est content d'avoir fêté ses 30 ans ensemble, Thierry. En tout cas, tu as beaucoup de films qui, de toute façon, nécessitent. Enfin, quand un film est mauvais, il est mauvais. Ça, je veux dire, on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Est-ce qu'on va aller revoir ces trucs que tout le monde fout dans les flops de l'année, genre The Flash? C'est pas un flop, ce truc, on savait que c'était mauvais. Ça, on le revoit pas, on sait, ou alors on le revoit pour se marrer quand on est bourré en faisant un jeu à boire. Mais t'as pas mal de films comme ça où tu te dis, quoi, je suis vraiment passé à côté, mais je peux pas le condamner entièrement. Celui-là, ça vaut peut-être le coup de le revoir. Je pense, par exemple, si on reste sur les frères Cohen, à A Serious Man. J'avais vu en salle, j'ai pas du tout accroché. Tu as la vidéo de Mehdi des deux côtés de l'écran dessus. Je commence à m'interroger en me disant, mais est-ce que j'ai vraiment vu la même chose? Je l'ai revu et j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà. Si ça se trouve, je l'aurais pas aimé la deuxième fois non plus, mais en tout cas, il y a eu un côté, j'ai envie d'y jeter un second regard et ça a plutôt porté ses fruits. Donc voilà, je dis pas que c'est forcément le cas si on n'aime pas le grand saut, mais c'est un film qui vaut quand même vraiment le coup. Hein. Si vous l'avez pas vu, foncez. Foncez, voilà. Et la preuve que les films peuvent avoir plusieurs vies aussi, c'est ça qui est important. Il y a la sortie au cinéma, la sortie en physique, et des années après, parfois, il se passe des trucs. Donc, espérons que ce soit la même chose pour ce film des frères Cohen qu'on a hâte de revoir ensemble. Je crois qu'il y a un des deux qui fait un film en solo là, cette année, je sais pas. J'ai vu passer une bande-annonce au cinéma, donc à suivre. Mais en tout cas, Thierry, vous le retrouvez un peu partout. Partout, à l'écrit sur On se fait un ciné. D'ailleurs, il y a le papier sur le Grand Saut. Pour Reflet, pour Documenton, c'est la fête, c'est festival. Là. Et puis même en vrai, peut-être dans un futur ciné-club à Armentières. Donc, suivez. Dans un ciné-club qui aura lieu le 21 mars. Et ben voilà. Et Le le 21 film, pour mars. l'instant, est tenu secret. C'est en négociation. Bon. Voilà. Voilà, mais bon, quand la vidéo sera publiée, ce sera une dizaine de jours avant, le film sera probablement annoncé. Mais allez voir Thierry et toute la bande. Hein. Il y aura Margot peut-être aussi, Louane. Oui, Margot présente le film avec moi, effectivement. Ouais. Voilà, donc allez voir le 21 mars à Argent. Voilà. Et les ciné-clubs, potentiellement, nous, on a lancé ça à Armentières parce qu'on a eu l'opportunité, hein, voilà, les petits papiers qui font les bonnes choses. Mais c'est quelque chose qui va être amené à se reproduire parce que de toute façon, maintenant, on a passé le statut associatif qu'on aurait dû passer il y a bien longtemps avec les possibilités pour la rédaction, s'ils le souhaitent, de faire des ciné-clubs un petit peu partout. Donc là, on parle du mien parce que c'est celui que j'ai réussi à faire à Armentières et qui va potentiellement, je dis ça vraiment, c'est hypothétique, se reproduire à Lille également. Voilà. Peut-être avec On se fait un ciné, peut-être avec un autre truc. Voilà, ça, j'en parle pas trop pour l'instant parce que c'est un peu vague, je veux pas m'avancer pour eux. Mais il est possible que on puisse reproduire l'expérience au cinéma Le Métropole, donc de Lille. Et en tout cas, on sait qu'il y a des choses qui essaient de se faire. On a Sébastien chez nous qui essaye de contacter, il est du côté de Montreuil, et il contacte un petit peu les cinémas de banlieue parisienne pour essayer de voir s'il peut pas aussi créer quelque chose par là. Voilà, il y a plein de petits trucs qui se font. En tout cas, tous nos rédacteurs ont carte blanche pour dire si vous voulez contacter les cinémas de votre région quand vous n'êtes pas aux mêmes endroits que nous, bah allez-y, foncez et on sera là pour vous soutenir. Donc, peut-être qu'il y aura des ciné-clubs, on se fait un ciné partout en France, sait-on jamais. Ben, on l'espère. Et puis, il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin. Alors que vous avez bien noté tout ceci là pour aller visionner et lire certains articles ou écouter certaines émissions. À la prochaine. Ciao.